Bonjour à vous, bonjour à toi Sophie. Merci beaucoup de ta présence dans le podcast Naissance souveraine pour nous partager ton récit d'enfantement. Et je suis contente de te recevoir là maintenant parce que ton récit va donner une autre couleur à ce podcast, nous éloigner un petit peu de l'enfantement 100% physiologique, mais qui est tout aussi souverain. Et c'est ça, voilà, qui me tient à cœur de partager dans notre échange. Bonjour Audrey, merci énormément pour ton invitation qui me touche énormément. Est-ce que dans un premier temps, tu veux bien te présenter à nous? Oui, bien sûr. Eh bien, je m'appelle Sophie, comme tu l'as dit. Je suis une femme aux multiples rôles. Je suis entrepreneuse, je suis maman, je suis épouse, je suis amie et je suis aussi une passionnée du naturel. Dans ma famille, c'est un peu dans la lignée, de génération en génération, on s'est passé cet amour pour le naturel. Moi, je me souviens quand j'étais petite, par mimétisme, hein, je faisais des petites recettes avec des herbes et tout pour faire des cataplasmes ou des choses comme ça. Alors, j'avais aucune notion de ce que j'étais en train de faire, mais j'étais vraiment en train d'imiter les femmes de ma famille, donc c'était fabuleux pour moi. Malheureusement, j'ai eu des soucis de santé qui font que je me suis complètement éloignée de ce naturel. Et puis pendant quelques années. Et puis j'y suis revenue et là j'ai décidé de me former pour faire les choses correctement et plus faire mes petits mélanges d'herbes petites. Et du coup je me suis formée à l'utilisation des huiles essentielles, à tous leurs bienfaits, pour pas dire leur pouvoir. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et aujourd'hui, je mets à disposition mes connaissances pour accompagner des femmes, des hommes, des familles dans une recherche de prévention et de mise en place de solutions naturelles et surtout sécuritaires. Donc voilà, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Merci beaucoup pour ça. Alors, j'aimerais que tu nous parles du contexte de ta grossesse, parce que tu m'avais partagé voilà, qu'au départ, c'était pas du tout ton intention d'être enceinte. Et je trouve ça très intéressant. Est-ce que tu peux dérouler le fil à partir de là? Oui, tout à fait. Euh, alors, il y a eu un premier élément déclencheur. Depuis toujours, je disais que je ne voulais pas d'enfant. Ma phrase, elle était vraiment assez choc et c'était vraiment je ne veux pas d'enfant. Je disais toujours comment une enfant peut avoir une enfant parce que je me positionnais vraiment dans ce rôle-là. Le premier élément, ça a été le décès de mon grand-père. Et quand je l'ai vu, quand j'ai vu son corps, dans ma tête, la première phrase qui m'est venue, c'est mais mes enfants ne connaîtront pas, euh, ne vont pas pouvoir connaître cet homme que j'idolâtre, que je trouve exceptionnel. Et ça a résonné. D'un coup, je me suis dit, mais pourquoi c'est ma première pensée alors que je dis toujours que je veux pas d'enfant. Euh, à ce moment-là, j'étais sous contraceptif, j'étais sous pilule. Et puis, j'ai continué à prendre ma pilule parce que c'est pas parce que tu te dis une phrase à un instant T que ça doit bouleverser ta vie quand même. Enfin, bon, soyons rationnels. Et en fait, tous les soirs, je prenais ma pilule et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des nausées, à pas me sentir bien. Et donc, j'avais quand même pas de volonté, en fait, de tomber enceinte. Et puis, un jour, je dis à mon mari, peut-être que il faudrait, peut-être, je sais pas. Et bon, lui, il était prêt depuis des années, mais pas moi. Et finalement, je suis tombée enceinte. Et quand depuis des années, tu t'es matrixé à dire je ne veux pas d'enfant, le jour où tu découvres que tu es enceinte, c'est un jour très particulier. C'est un jour où tu perds tous tes repères, où tu n'es plus sûr de rien, où tout d'un coup tu te dis mais qu'est-ce que je fais? Et effectivement, on se pose la question de qu'est-ce que je fais, parce qu'au vu de toutes ces années où je me suis mis en tête que je ne serais pas maman, etc., la question s'est vraiment posée. Et puis finalement, très vite, j'ai su que je serais la maman de cette petite chose qui allait arriver.
Alors, ensuite, tu as un suivi de grossesse qui va être assez éprouvant, que tu vas ressentir dur et infantilisant. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ça dans un premier temps? Voilà, quelle est la suite de ton parcours à partir de cette connaissance que tu es enceinte? Là, ça a été très dur et, euh, et je ne sais pas je ne sais toujours pas où j'ai puisé la force et la puissance de sortir de ça. Mais donc mon suivi gynécologique, j'étais en clinique. Et donc, naturellement, quand je suis tombée enceinte, je me suis pas posé de questions, en fait. En amont, je ne savais pas quel était le suivi, l'accompagnement des femmes enceintes. Je l'ai vraiment découvert pendant ma grossesse. Mais donc, naturellement, je suis retournée voir mon gynéco, enfin voilà, au début, était très content pour moi, etc. Et en fait, j'avais des questions qui me semblaient des questions très légitimes auxquelles on ne voulait pas répondre. La réponse que je recevais, c'était: oh là là, mais vous êtes enceinte, restez dans votre petite bulle, profitez, c'est un moment de bonheur. Et comment je fais pour avoir un moment de bonheur si je ne suis pas informée sur les risques pour moi, pour mon enfant, si quand je pose une question, on ne veut pas me répondre. Enfin, moi, je me dis toujours, si tu me réponds pas, c'est qu'il y a un loup quelque part, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'était au début avec mon gynécologue. Et puis, dans le cadre du suivi à la clinique, j'avais la possibilité d'être suivie par une sage-femme. Et au vu de toutes les questions que j'avais, mon gynéco m'a dit: je sais la sage-femme qu'il vous faut. Bon, je me dis, si j'ai pas les réponses là, je les aurais peut-être dans l'autre bureau. On ne sait pas. Et finalement, ça a été un premier rendez-vous qui m'a mis très, très, très en colère. Euh, je me posais quand même des questions sur les risques, je me posais des questions sur mon rôle, sur... euh, enfin voilà, des questions qui me semblaient très légitimes. Et la réponse que j'ai eue, bah déjà, c'est en gros, ne prenez pas la tête avec ça. En prenant à partie mon mari, en disant et vous monsieur, vous en pensez quoi? Et mon mari qui a eu une réponse qui finalement je trouve très légitime, qui est: bah, je ne la comprends pas, mais ce n'est pas moi enfin, qui porte ce bébé, qui a cette grossesse, donc c'est question à elle. Et pour réponse de la sage-femme, non mais moi je comprends les interrogations de votre épouse, elle est trop sur les réseaux sociaux. Pardon, mais là on est un peu en train d'accuser, enfin de mettre à mal mon intelligence. Du coup, ça m'a vraiment pas plu. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas du tout aligné avec moi. Et j'ai vite compris aussi que bah, j'aurais pas les informations que je désirais à la clinique. Et donc, à côté de ça, j'ai décidé de prendre les choses en main face à ce mur devant lequel j'étais, où on m'a clairement expliqué que le jour de mon accouchement, je ne pouvais pas choisir ma position, que je pourrais potentiellement avoir ce qu'ils appellent la salle bien-être, la salle physio. Mais bon, que c'est un peu embêtant pour l'équipe médicale parce que c'est la plus petite. Bah, de toute façon, j'allais accoucher sur le dos et les pieds dans les étriers et que je n'aurais pas le choix. Et là, je me suis dit, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et à partir de là, est-ce que c'est à partir de là que tu fais des recherches et que tu croises finalement des accompagnants qui ont une approche totalement différente? Et alors, je te vois dire oui. Est-ce que tu peux nous partager ce qui s'est passé à partir de là? Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette vision opposée un petit peu? Oui, alors, dans les premières semaines déjà où j'étais enceinte, j'ai vu mon ostéopathe qui me suit depuis des années et qui suit aussi la maladie chronique dont je souffre. Donc, il me connaît très, très bien. Et il m'a dit cette phrase, et je pense que c'est... J'y ai repensé il y a pas longtemps parce que je me suis dit, mais en fait, cette phrase, je crois quelque part, cette petite graine m'a donné la puissance après que j'ai eu. Il m'a dit, à partir de maintenant, il va falloir enfoncer des portes pour obtenir ce que vous voulez. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit cette phrase, mais il va falloir enfoncer des portes pour obtenir ce que vous voulez. Et, euh, et donc, à la suite de ces rendez-vous multiples à la clinique,
Je décide de faire mes propres recherches et je pars du principe qu'il n'y a aucun hasard et je tombe sur une doula. J'aime beaucoup son approche. Et à l'époque, elle proposait de faire trois ateliers via Zoom pour expliquer des notions pas évidentes, mais presque, sur l'enfantement. Et alors, j'ai appris des choses, mais absolument fabuleuses, qui m'ont rassurée, qui m'ont fait prendre conscience de la puissance de mon corps que j'avais pendant des années maltraité, euh, qui m'insupportait tel qu'il était. Et tout d'un coup, je me dis, ah waouh, mon corps, il peut faire ça. Et au fur et à mesure de la grossesse, ce qu'elle avait expliqué, etc., je l'ai vécu. Donc je me disais, ok, donc on est dans le vrai. Si pendant tous ces mois, j'ai pu ressentir et vivre ce qu'elle m'a expliqué, bah, le jour de la naissance, je vais aussi le vivre pleinement. Qu'est-ce que ça a fait à l'intérieur de toi de recevoir cette approche-là, cette perception-là? Un switch total. Alors, un switch total au niveau du mental, c'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis dit, OK, c'est indispensable que je prenne ma place. J'ai une place qui est extrêmement importante. J'ai une place souveraine. Hors de question que je passe à côté. Ça m'est encore jamais arrivé. Je ne sais pas si ça va m'arriver de nouveau, donc je ne passe pas à côté. Euh, une confiance en moi. Et je pense que je l'ai ressenti dans l'intégralité de mon corps. C'est-à-dire qu'après un début de grossesse, alors je dis toujours que ma grossesse a été fabuleuse, mais il n'empêche que être enceinte, ça a aussi ses désagréments et que je les ai subis. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me disais, OK, tel désagrément, c'est normal parce que je suis à tel moment de la grossesse, etc. Et ça, personne, mis à part une doula, me l'a dit. Donc, cet accompagnement-là, même si on parle de 3 webinaires, et je sais très bien que le métier de doula, c'est beaucoup plus complet. Enfin, tu en parleras mieux que moi, Audrey, mais c'est vraiment beaucoup plus complet. Rien que ça, ces 3 temps-là ont été vraiment des temps pépites pour moi, pour me permettre de complètement switcher mon état d'esprit. À partir de là, euh, comment débute ton enfantement? Euh, Déjà, je tiens à dire que je suis très contente qu'aujourd'hui le space-fond ne soit plus la référence. Parce que quand on te dit, si tu as mal au ventre, alors si tu es proche d'accoucher, mais que tu as mal au ventre, prends un space-fond. Si ça passe, ne viens pas à la clinique. Il y avait une sage-femme dans les différents rendez-vous qui m'avait dit, enfin qui avait dit, on était plusieurs, oh, de toute façon, quand c'est votre premier enfant, vous êtes insupportable, mesdames, parce que vous venez n'importe quand à la clinique et vous prenez de la place pour les autres. Et dans ma tête, je me suis dit, mais jamais je ne viendrai pour rien à la clinique. Jamais. Un peu mon côté un peu fierté. Alors, je rassure tout le monde, le but n'était pas du tout de me mettre en danger ou de mettre en danger mon enfant, hein. Bien sûr que je serais allée à la clinique à la moindre alerte. J'ai eu la chance de ne pas en avoir. Le soir où mon enfantement a débuté, j'ai lutté, 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 et j'ai pas vraiment compris que j'étais en plein travail au début. Euh, la position dans laquelle je me sentais le mieux, c'était assise sur les toilettes. Donc, bah, du coup, vous imaginez bien la position, les jambes écartées parce que j'ai un gros ventre de femme enceinte. Je peux me mettre un peu en arrière, je peux m'avancer, je peux me mettre un peu sur les côtés. Et c'était la position dans laquelle j'étais le mieux. Et je me souviens même à un moment, j'avais froid, j'avais chaud, j'avais froid. Et du coup, je me suis dit, je vais aller me chercher une couverture et puis c'est pas grave si je passe la nuit ici. Je dois juste avoir un peu mal au ventre. Voilà ce que je me suis dit à la base. Et puis finalement, mon mari me persuade, alors gentiment, quand je dis qu'il me persuade, c'est vraiment dans l'accompagnement, d'appeler la clinique où je reçois cette fameuse réponse de prenez un space-fond et si dans 1 heure vous avez encore mal au ventre, vous nous rappelez. Et finalement, 2 heures après, je ne rappelle pas la clinique, je débarque. Juste petite, à ce moment-là, tu es à 8 mois de Oui, grossesse. Et ça explique peut-être pourquoi tu t'imaginais pas.
Ouais. ton travail, quoi. Oui, oui, tout à fait. Je suis à 8 mois de grossesse. Je suis à quelques jours après cette fameuse date où on te dit que peu importe ce qui se passe maintenant, on fera tout pour sauver ton enfant. Bon, ça, je trouve que c'était aussi hyper dur d'arriver jusqu'à cette date limite, en fait, qu'on on m'avait vraiment donné un jour bien précis en me disant, à partir de maintenant, légalement, on doit tout faire pour sauver votre enfant. Ah bon, parce qu'avant, on faisait quoi? Donc, c'est vrai que ça me faisait, voilà. Et j'étais à quelques jours enfin, quelques jours après, donc c'est vrai que je me disais, waouh, c'est maintenant que j'accouche, quoi. Enfin, et puis, donc effectivement, quand j'arrive à la clinique, aux urgences, tout de suite, la dame me dit, oh, bah, allez tout de suite à la maternité. Et là, je me dis, mais non, je vais pas accoucher. Je rappelle que j'ai mal au ventre, etc. Et j'arrive en fait à la maternité, m'accueille et vous avez bien entendu jusqu'à présent, j'ai pas arrêté de critiquer les personnes de la clinique. Mais là, m'accueille une sage-femme, Elodie, qui comprend tout de suite la situation et qui va m'accompagner au mieux de ce qu'elle peut, avec une bienveillance, avec une douceur. Et elle va vraiment mettre à l'honneur mon rôle et ma souveraineté. Vraiment. Le hasard a fait que j'ai eu la salle physio. C'était la seule qui restait parce que toutes les autres salles étaient prises. Et là, vraiment, alors, j'ai aussi pris conscience de ma puissance parce que ce soir-là, donc il y a eu plusieurs accouchements, enfin toutes les salles étaient prises, comme je disais, et que de ce fait, mon plus grand accompagnateur pour mon accouchement, ça a été mon mari. Et c'était absolument fabuleux parce que du coup, ça a été un moment qu'on a vraiment vécu à deux. Il avait eu un accident de moto quelques mois avant et il était notamment blessé à la main et malheureusement, je lui ai fracassé la main tellement que je serrais. Et surtout, j'avais appris qu'il fallait vraiment faire vibrer son corps et que du coup, euh, alors, j'ai pas crié pour crier, j'ai vraiment vocalisé pour faire vibrer mon corps et pour permettre en fait une dilatation au fur et à mesure et moins douloureuse. Et vraiment, j'ai bien sûr que j'ai senti que je me dilatais et que j'ai vraiment tout senti. C'était fabuleux en fait. Mais à aucun moment j'ai vraiment dit j'ai mal. Je savais que mon corps était prêt. Je savais que il pouvait. Alors, quelque part, j'ai quand même envie de subir parce que malgré la beauté de mon accouchement, je te dirais pas que j'accouche tous les jours parce que ça demande beaucoup d'énergie et tout ça, mais euh, il était prêt. Et en fait, j'ai fait ce pacte avec mon fils avant, enfin, quand j'ai compris que j'étais en train d'accoucher. Je disais maintenant, toi et moi, on est une équipe. Et maintenant, il faut qu'on y aille. Et on va faire ça du mieux qu'on peut et comme on sait instinctivement ce côté primaire en fait. Il y avait cette phrase justement de la doula dans les webinars qui était mais en fait, même au temps des cavernes, hein, on accouchait, hein, c'est pas nouveau, hein, donc la médecine moderne, elle est sympa, mais et vraiment, j'ai visualisé ce truc où alors, c'est l'avantage aussi des cliniques, c'est que c'est très froid. Et du coup, j'ai vraiment visualisé ce truc de caverne, un peu d'humidité, de côté un peu cocon, etc. Et en fait, à chaque fois que je vocalisais, j'avais un peu ces flashs en fait qui venaient. Et du coup, j'étais vraiment dans cet environnement-là. Pour autant, bah, comme toute femme, j'ai eu cette phase de désespérance et c'est là où je me suis aperçue que j'étais pas dans une grotte. C'est là où je me suis dit, mais en fait, ça fait combien de temps? En fait, tout d'un coup, tout ce qui était hyper beau, donc tout ce que je vocalisais, la dilatation que je sentais, tout d'un coup, tout devenait horrible. Et c'est la phase de désespérance, c'est vraiment ça. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais depuis combien de temps la sage-femme n'est pas venue me voir? Elle avait dit qu'elle revenait. Alors, la pauvre, elle a dû gérer des urgences et je comprends parfaitement, mais sur le moment, ça a été compliqué. Euh, et donc, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, j'ai dit à mon mari, appelle-les, appelle-les. Et en fait, à ce moment-là, mon fils a commencé à être un peu en détresse. Donc, elle est venue en fait d'elle-même parce qu'elle suivait le monito qui n'arrêtait pas de bouger parce que vu que je bougeais, il bougeait.
Donc, d'autres sages-femmes étaient venues entre-temps pour juste me remettre le monito et me dire arrêtez de bouger. Autant dire que j'ai fait ce que j'avais envie de faire. J'étais très bien sur le côté, j'étais très bien de l'autre côté. Enfin, j'arrêtais pas de changer. Je sais qu'à un moment, je me suis mis à genoux aussi. Et mon mari me disait, tu vas tomber, tu me fais tellement peur parce que du coup, la table était haute. Enfin bref. Et, euh, et donc, du coup, quand elle est venue, elle m'a dit, c'est le dernier moment. En fait, vous êtes tellement dilaté que c'est le dernier moment pour la péridurale. Et même si moi j'avais indiqué que je voulais pas de péridurale enfin, dans le meilleur des cas, je ne voulais pas de péridurale, elle me dit que vu que je suis en clinique, elle est obligée de me proposer cet acte médical. Et à ce moment-là, dans la phase dans laquelle j'étais, j'ai accepté la péridurale. Je tiens à dire que c'était pas la meilleure décision de ma vie. euh, j'ai pas eu de douleur, même l'anesthésiste m'a dit vous êtes bien tranquille, vous êtes très calme, etc. Et je pense que c'est vraiment les exercices de respiration, c'est vraiment le fait que mentalement j'étais ailleurs en fait. Et puis la péridurale a fait vachement son effet au point que je ne sentais plus aucune contraction. Et c'est surtout le travail s'est arrêté. Donc je venais de passer 3 heures à me dilater correctement et très bien, et tout se passait très bien. Péridurale, plus rien pendant 2 heures. Au point où mon mari a fini par s'endormir parce qu'en fait, il y avait vraiment plus rien. Plus aucune réaction. Et puis tout d'un coup, c'est comme si j'avais été déconnectée en fait de cette synergie que j'avais avec mon fils, où c'était un peu chacun de son côté. Tellement que bah, du coup, mon fils a commencé à être en détresse respiratoire. Et donc là, ils l'ont vu sur le monito. Là, j'ai vu tout le monde débarquer, etc. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et heureusement, cette fabuleuse sage-femme, Elodie, est arrivée. Elle est restée à ma tête. Elle m'a tenu la main et elle m'a dit, maintenant, je ne pars pas d'ici. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, ah ok, merci parce qu'en fait, j'ai vraiment besoin de vous. Enfin, et c'était vraiment d'elle dont j'avais besoin, pas d'une autre sage-femme, c'était elle. Et là, elle m'a accompagnée. Alors, elle sentait bien que, enfin, je lui ai dit de toute façon que je sentais plus mes contractions. Donc, en fait, elle me disait quand j'avais une contraction. Et finalement, je l'ai entendue. Elle a posé sa main sur mon ventre et je l'ai entendue dire à mon fils, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Vu que je suis en clinique, l'obligation, c'est que je sois accouchée par un gynécologue. Et là, le gynécologue lançait des regards à Elodie. Et après, j'ai compris que j'étais à 2 doigts en fait de la péridurale, pas de la césarienne, pardon. Et en fait, Elodie, elle disait non, non, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Et du coup, la main sur le ventre, elle disait à mon fils, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Et tout d'un coup, elle a dit, c'est bon, c'est maintenant. Et là, elle m'a dit, poussez, poussez. Et j'ai poussé 2 fois. Et voilà, et mon fils était là et voilà, et c'était fabuleux. J'étais un peu perdue après parce que du fait de ne pas avoir senti le passage, j'ai pas tout de suite bien compris que mon fils était sorti, que en plus j'avais jamais vu un bébé à la naissance. Donc c'est, je tiens à laisser cette surprise à toutes les futures mamans. C'était un peu particulier quand même. Et du coup j'étais très surprise tout d'un coup de me dire ok c'est fini. Ah ouais d'accord. Ah ouais ça y est. Ok bon bah en fait j'ai accouché et il y a eu ce côté où du coup c'est retombé. Et puis au fur et à mesure, après, j'ai ressenti mes jambes, j'ai commencé à avoir de nouveau des sensations. Et puis il y a eu après ce vacarme avec tous ces gens, il y a eu ce silence total où du coup tout le monde quitte la pièce, où je me suis retrouvée seule avec mon mari et mon fils et où on était tous les trois hyper silencieux parce que bah, du coup, c'est une nouvelle étape, c'est la découverte entre ce que j'appelle le monde d'eau et le monde d'air. Et donc voilà, mais c'était un moment hyper exceptionnel. Comment t'as accueilli cette expérience-là, à ce moment-là? Euh, Il y a un truc qui est très très bizarre. Si tu regardes les photos juste après l'accouchement, j'ai une tête de méchante. Il y a vraiment,
quand je parlais de la grotte, quand je parlais de cette chose très primitive, tout d'un coup, je pense que je me suis transformée en lionne, qui est vraiment là pour protéger son bébé. Et je n'appartenais plus au monde moderne. Et j'étais vraiment dans un isolement, alors qu'il me convenait parfaitement, hein. Mais c'était mon fils et moi. En plus, on est post-Covid, donc en plus, le papa peut pas rester tout le temps avec nous, etc. Donc, j'ai eu beaucoup de moments seuls avec mon fils. Mais vraiment, sur les photos, je suis une lionne. Tu le vois à mon visage que je suis pas. Et même moi, j'ai été très, très étonnée de voir des photos et de me dire, mais pourquoi j'ai cette tête-là de femme euh, protectrice, tu vois. Enfin, il y a quelque chose de ne touche surtout pas à mon enfant, quoi. Et, et, et donc, et j'avais encore cette sensation de très grande souveraineté de la naissance de mon fils. J'avais, oui, j'ai pas peur de le dire, hein, j'avais cette impression d'être véritablement une reine de ce que mon corps avait fait, de ce que mon mental m'avait permis de faire, parce que véritablement, pour que tu te déconnectes du monde moderne dans lequel tu as grandi, que tu connais, et que tu vas chercher au plus profond de toi un univers que tu ne connais pas, mais ça veut dire que ton mental, il t'a laissé faire aussi. Enfin, alors certes, hein, je l'ai éduqué pendant des mois et des mois, mais j'ai réussi tout ça. Donc, si tu veux, j'ai pas un accouchement physio parce que j'ai la péridurale. Tout ce que j'ai vécu avant la péridurale, ça reste gravé à jamais dans ma tête. Comme je te dis, la péridurale, ça n'a pas été la meilleure décision de ma vie. Pour autant, je comprends bien que j'étais dans une phase de désespérance qui m'a, à ce moment-là, je pense que si quelqu'un m'avait dit, OK, là, tu es dans la phase de désespérance, donc t'inquiète, ça va passer, il est très fortement probable que je n'aurais pas pris la péridurale. Sauf qu'à ce moment-là, personne ne l'a formulé et même moi, malgré l'apprentissage que j'avais eu, j'ai pas vraiment compris que j'étais dans cette phase-là. Et donc, j'ai un peu cédé quelque part à, à tout ce qu'on avait essayé de m'ancrer en fait dans la tête au début de mon cheminement en tant que femme enceinte en fait, dans une clinique, etc. Donc j'ai vraiment cédé à ça. Donc il y a un mix, mon accouchement c'est un mix entre un truc très primitif et un truc médicalisé, tu vois. Et c'est ça que je trouve magnifique en même temps parce que finalement, il n'y a pas de règles. Non, Et ton récit en témoigne. Et c'est trop beau, donc merci pour ça. Qu'est-ce je t'en prie. qui, qu'est-ce qui t'a permis de connecter avec cette souveraineté? Si tu peux nous partager des clés, en tout cas dans ton histoire, qu'est-ce qui ont été les éléments déterminants en fait pour te permettre cette connexion avec ta reine interne? Euh, Avant ça, je faisais du yoga. J'ai fait du pilates aussi. Donc, déjà, la respiration, pour moi, ça a toujours été très important. Et enceinte, la respiration se fait légèrement différemment, pardon. Et du coup, on a cette possibilité, finalement, quand on respire, aussi de connecter avec notre enfant qui va bouger, qui va en fait répondre à nos mouvements de respiration. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment déjà la première chose durant tous ces mois, ça a été la connexion avec mon fils. Euh, Ça a été tout ce que je faisais, je le faisais pour lui montrer. C'est-à-dire que si je faisais, alors j'ai été très active pendant ma grossesse, et donc si je faisais 3 kilomètres à pied, je lui disais, quand tu seras dans le monde d'air, je reviendrai ici avec toi. Je te montrerai. Tu vois, enfin, écoute tout ce qui se passe autour de maman. On reviendra l'écouter ensemble et voir des choses. Et donc, j'ai vraiment cheminé comme ça pendant toute ma grossesse. J'ai aussi beaucoup visualisé. Vraiment, j'avais des mondes ressources avec des images et dans lesquelles je pouvais trouver refuge pour un peu partir de ce monde qui est un peu stressant, etc. Euh,
Je peux pas forcément dire que j'ai été extrêmement bien accompagnée pendant la grossesse. Et je pense que du fait de ce manque d'accompagnement, j'ai été ma propre ressource aussi. Et surtout, j'ai pas eu peur. Quand, à partir du moment où effectivement cette phrase m'a percutée de même au temps des cavernes, les femmes accouchaient, tout d'un coup, je me suis dit, bah oui, mais c'est tellement vrai. Quand effectivement, on se dit, mais il y a des femmes qui, même encore aujourd'hui, parce qu'elles n'ont pas envie de perdre ça, hein, c'est pas, mais elles accouchent contre un arbre, debout contre un arbre. En fait, il y a plein de choses comme ça où tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi ai-je besoin d'être sur le dos, les pieds dans l'étrier? Je comprends que ça soit confort pour tout le corps médical, hein. Mais à partir du moment où ton enfantement se passe bien, pourquoi est-ce qu'on va venir t'enfermer? Voilà. Si ça peut être rassurant pour certaines femmes, bien sûr qu'il faut accepter ça, et il faut accepter ce cadre-là, etc. Mais à partir du moment où c'est plus stressant qu'autre chose de se dire que, enfin moi, ce que je me disais, c'est mon enfantement est en train de m'échapper. Et ça, c'était hors de question pour moi. Après toutes ces années à dire que je ne voulais pas d'enfant, là, il fallait que je vive l'expérience à fond. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et entre la femme avant sa grossesse et la femme après son enfantement, en toi, qu'est-ce qui a changé? Quelle a été la transformation? Qu'est-ce que ça t'a appris? Euh, alors, après ma grossesse, j'ai subi une dépression du postpartum qui a été assez loin et qui a été diagnostiquée quand mon fils avait 1 an et demi. Donc, j'ai passé 1 an et demi dans un état un peu second. Je crois que le monde moderne ne valorise pas du tout le rôle de maman. Au contraire, moi, je me suis sentie complètement à l'écart, que ça soit au travail, euh, auprès des personnes que j'appelais des amis. Si tu te sens à l'écart, c'est que c'est pas tes amis, mais ça, tu le comprends plus tard. Et donc, j'ai eu une grosse période de doute, de flou, de savoir qui j'étais, etc. Et tout d'un coup, j'ai compris que peu importe qui j'étais avant, il fallait surtout que je prenne conscience de qui j'étais devenue. Et aujourd'hui, je suis devenue un véritable rock. Mon fils, c'est vraiment la base solide de tout. Il me permet de me réconcilier avec plein de choses. Il me permet aussi de voir la beauté du monde que j'avais oublié de regarder. Il me reconnecte à quelque chose de très ancestral, un héritage, parce que les enfants ont une simplicité à ne pas vouloir expliquer les choses telles que nous, on essaie de le faire. Et donc, cette nouvelle ouverture d'esprit, pour moi, c'est un peu une renaissance. Et depuis, je n'ai plus envie que le monde moderne me dicte qui je dois être. Et je veux garder cette pleine puissance, qui n'est pas toujours facile parce qu'il faut pouvoir quand même s'adapter dans le monde dans lequel on vit. Hein, c'est impossible de créer une société parallèle et de toute façon, j'en ai pas l'ambition. Mais au sein de mon foyer, dans mon intimité et l'éducation aussi que je donne à mon fils, me montre que j'ai gardé ma souveraineté et peu importe si tout le monde n'est pas au courant, l'essentiel c'est que moi j'en ai pleinement conscience. Quel message aurais-tu envie d'offrir aux parents qui ont un désir précis d'enfantement, tu sais, qui ont une envie spécifique? Waouh! Euh, Dans un premier temps, c'est écoutez-vous. Et je mettrai un petit bémol sur le ayez un plan B. Dans le sens où il y avait plein de choses. Moi, je disais non, 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 non. Et finalement, au fur et à mesure de la grossesse, au fur et à mesure de l'enfantement lui-même, tout est juste. Et donc, n'ayez pas un, alors, ayez un scénario idéal, mais n'oubliez pas qu'il y a énormément de choses qui peuvent se passer d'une façon tout à fait différente. Et du coup, il faut quand même avoir
être capable d'accueillir tous ces critères qui vont arriver au fur et à mesure pour vivre pleinement. Et il y a sur certaines choses, il va falloir lâcher prise. Après, on peut conserver ses convictions, mais essayer de lâcher prise sur d'autres et de vivre le moment en étant le plus connecté, le plus ancré et que ça soit un vrai moment épanouissant et de partage au sein de la famille. Merci beaucoup pour ça parce que ça clôture magnifiquement cet épisode. Euh, Moi-même, je me rends compte, tu vois, en ouvrant la place à des histoires de naissance qui sont pas 100% physiologiques, qu'on peut avoir un rêve et que en même temps, c'est hyper important, comme tu le dis, de s'ouvrir complètement à la vie qui nous traverse comme elle doit venir à cet instant-là. Parce qu'effectivement, tout a un sens. Et en fait, peut-être aujourd'hui, la meilleure expérience pour notre évolution, c'est pas d'enfanter physiologiquement. Et voilà, ça a été mon cas pour moi-même. Et c'est vrai que c'est quelque chose à accueillir. Et en même temps, c'est tellement empuissançant, en fait, une fois qu'on se dit, bah, il s'est passé ça. Et en fait, le sens, c'est ça. Et ça m'a fait grandir. Et ça Tout m'a à fait fait. toucher ma souveraineté, ouais. Ouais, c'est tout à fait ça. Merci infiniment, Sophie, pour ton partage. Merci à toi. C'était un grand plaisir de créer cet épisode avec toi. On se retrouve dans le prochain épisode de Naissance Souveraine. Je vous dis à très bientôt.